Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Non, tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco, On appelle ta mère. plus de 6 000 appartements à Québec. Quand Sylvain, courtier immobilier RE/MAX, a appelé Samia et Mathieu pour leur dire « J'ai une maison parfaite pour vous. » il voyait juste. Et en ajoutant La cerise sur le Sunday, c'est qu'il y a une piscine creusée. il ne croyait pas si bien dire, car pour la toute première fois, les enfants de Samia et les enfants de Mathieu allaient enfin s'entendre sur quelque chose. Parce qu'une maison, c'est là où deux familles peuvent rêver en devenir une seule. Chez RE/MAX, on fait partie de vos histoires, même celles de familles recomposées. Nous sommes le vendredi 7 février. Voici à la une. Ici Claude-Sophie Hennekens en remplacement de Mathieu Bellumeur. Bonjour tout le monde, bonjour collègues. Bonjour. Jean-Philippe Robillard, les décrets se multiplient dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette fois, le président américain s'en prend à cette institution qu'est la Cour pénale internationale. Oui, effectivement, je vais vous en parler tantôt, mais à chaque jour, on le voit, le président américain qui signe un autre décret. Effectivement, cette fois-ci, donc, le décret qu'il a signé hier soir, Claude-Sophie, à la Maison-Blanche, eh bien, c'est ça vise la Cour pénale internationale, de même que les fonctionnaires qui y travaillent. Là, je vous en parle tantôt. Oui, dans quelques minutes. Et en fin d'émission, il y a Julie-Jasmine Boudreau qui va se joindre à nous pour la chronique culturelle, théâtre, cinéma et Super Bowl. Oui, Super Bowl. Véronique Méran, grosse journée hier, mais je pense que ça se calme aujourd'hui, du moins dans le sud-ouest. Oui, ça va se calmer tranquillement. Il nous reste une veille de bourrasque pour la région de l'Estrie. Tôt ce matin, là, encore des averses de neige qui peuvent être assez intenses. C'est très, très dispersé, mais quand ça tombe, une bourrasque, ça peut surprendre, laisser quelques centimètres en très, très peu de temps. Alors, secteur de l'Estrie principalement, sinon du flocon ici et là, mais de plus en plus, là, on s'en va vers un ciel qui va devenir variable, entre autres pour la région de Montréal, celle de la Naudière aussi, nuageux avec éclaircies ailleurs. Les températures ont grimpé. Donc, hier, quand la neige a commencé, on était à près de moins 12. Ce matin, moins 1, moins 4 degrés. C'est ce qu'on retrouve là un petit peu partout. C'est agréable, mais ça rend la neige un petit peu plus lourde pour les pelleteux. Exactement. Et pelleteuses. Exactement. Donc, il fallait en enlever une partie hier. Puis après ça, il en reste encore ce matin, c'est sûr. Mais il y a du vent. Hein? Donc, on a beau pelleter, ça rebalaie à nouveau la neige. Les vents sont forts, principalement ce matin. Ça va diminuer d'intensité un peu cet après-midi. Donc, les températures se maintiendront autour de moins 3, moins 6 aujourd'hui. On perdra quelques degrés. Moins 12, moins 14 la nuit prochaine. Plutôt beau samedi. L'Estrie, encore là, ça restera assez nuageux avec des flocons tôt le matin. Mais sinon, dans l'ensemble, ciel variable samedi. Moins 5, moins 6 degrés. Et on a vraiment un gros système dimanche là, qui va passer juste au sud du Québec. Donc, c'est une perturbation bien chargée en humidité. C'est certain qu'il va y avoir du mauvais temps sur la Nouvelle-Angleterre. Je dis du mauvais temps. Pour certains, de la neige, c'est du beau temps, mais bref, des conditions qui peuvent déranger du côté de la Nouvelle-Angleterre. Et ce système-là passe juste assez au sud de nos secteurs pour avoir revu les quantités un petit peu à la baisse. Alors, on pensait avoir une dizaine de centimètres dimanche matin. Là, c'est plus 5 que 10, mais ça pourra encore bouger demain. Alors, pour l'instant, en date de 5 heures ce matin, là, 2 à 5 centimètres dimanche, c'est ce qu'on aurait principalement au cours de la matinée. Et en après-midi, on verra des éclaircies là-dedans. Mais à surveiller demain, ça peut bouger. C'est soit 2 à 5 ou 5 à 10. Ça ira pas au-delà de ça. Et pour ce qui est des conditions, début de semaine prochaine, plutôt calme. Du côté de l'Abitibi, jeudi prochain, par contre. Ça, c'est loin. C'est loin. Il y a autre chose. Mais bref, d'ici là, les vents sont encore présents dans l'est du Québec. La neige est là aussi. Donc, vent, neige et poudrerie, ça va s'estomper graduellement. Les températures de l'ordre de moins 9 en Gaspésie. C'est du moins 2, moins 5 pour l'est du Québec. La fin de semaine sera agréable de ce côté. En territoire ontarien, c'est plutôt variable, nuageux vers Toronto. Ça se dégagera à Windsor. On a encore quelques flocons possibles à Ottawa ce matin. Par la suite, venteux et nuageux. Dans l'ouest, c'est calme, le froid domine, les conditions sont variables, les températures se maintiendront entre moins 13 et moins 19, 1 degré à Vancouver cependant, avec un ciel qui se dégagera aussi. Alors voilà, ce matin, amélioration, mais quand même venteux. Beau samedi, retour de la neige dimanche, mais en moindre quantité. Puis on est déjà énervé pour jeudi prochain. Merci, Véronique. Je vous connais, Claude-Sophie. Je sais que vous aimez planifier vos choses.
Sans blague, merci Voilà. beaucoup, Véronique. Bon week-end. Bonne journée. Au sport maintenant, Olivier Denis Shapovalov a disposé de la 4e raquette mondiale hier à Dallas. Ça, c'est une très belle surprise. Denis Shapovalov qui a vaincu l'Américain Taylor Fritz, première tête de série du tournoi en 3 manches de 2-6, 6-3, 7-6. Shapovalov qui s'était fait vite montrer l'allure du match par Fritz en première manche, s'est bien ressaisi, entre autres au service. Il a terminé le match avec 15 as et c'est ce qui lui a permis donc de créer la surprise. Fritz qui était sur son terrain aux États-Unis devant ses partisans. Et malgré tout, c'est Shapovalov qui passe au tour suivant. Donc, en quart de finale, il affrontera le Tchèque Tomáš Mahač, 25e raquette mondiale. C'est intéressant pour Denis Shapovalov parce qu'on avait peu d'attentes. Il avait raté la Coupe Davis ici à Montréal face à la Hongrie pour des douleurs au dos. Et on se demandait dans quel état il se trouvait à Dallas pour ce tournoi. Manifestement, il est en forme et ça se poursuit pour lui. Ça se poursuivra aussi pour Rebecca Marino chez les femmes au tournoi de Mumbai en Inde. Elle a battu en quart de finale la japonaise Mei Ontama en 2 manches de 6-3, 6-4 et on est en attente de son adversaire pour match de demi-finale dans ce tournoi, mais autre bon résultat pour une joueuse de tennis canadienne. Ben, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Célébrons-les. Oui, absolument. Le Canada et les États-Unis vont avoir besoin d'un match ultime pour trancher la fameuse série Rivalité. La série Rivalité, c'est cette série entre le Canada et les États-Unis en hockey féminin, donc 5 matchs au programme et donc l'équipe qui en remporte 3 remporte donc les honneurs de cette série. Et hier, les Américaines, grâce à une victoire de 2-1 en tir de barrage, ont donc nivelé la marque. Les 2 équipes ont remporté 2 matchs. Hier, c'était à Halifax, au Canada. Les Américaines ont marqué le premier but en première période. C'est Larry Knight qui a trouvé le fond du filet. Et en fin de rencontre, en toute fin de 3e période, Blair Turnbull, avec un tir anodin, là, a réussi à battre la gardienne américaine Gwyneth Phillips. Ce qui a forcé... tir anodin? Oui. En fait, c'est qu'il y avait eu plusieurs chances de marquer, des très bonnes chances de marquer, et la gardienne américaine s'était dressée face aux Canadiennes. Et là, dans un jeu un peu brisé, une rondelle qui s'est trouvée libre devant la gardienne, Turnbull a simplement tiré sans trop regarder, ça a trouvé le fond du filet. C'est pas la manière, c'est le résultat. Et elle est allée acheter un billet de loterie après. Je lui souhaite d'avoir la main heureuse comme ça a été le cas hier en 3e période. Mais donc, les Américaines ont été meilleures en tir de barrage et c'est elles qui ont filé avec la victoire. Donc, le dernier match de cette série, ce sera samedi à Summerside, en Île-du-Prince-Édouard, pour déterminer qui remportera cette série. Et parlant de la fin de semaine, le week-end du Super Bowl va être chargé. Oui, chargé parce que c'est ce fameux match ultime, c'est la finale de la NFL. Donc, les Chiefs de Kansas City qui tenteront de remporter un 3e titre consécutif. C'est une reprise aussi de la finale d'il y a 2 ans, alors que les Eagles avaient perdu contre les Chiefs dans un résultat de 38-35. Donc, une ère de revanche là, pour ce match de dimanche. Et je vous laisse faire vos prédictions avec vos amis et vos collègues parce que les avis sont partagés. Certains sont tannés de voir les Chiefs remporter ce titre et sont tannés de voir Patrick Mahomes au Super Bowl. Donc voilà, ça aura lieu dimanche. On pourra trancher le débat et peut-être passer à autre chose. Soit qu'on entrera dans l'histoire dimanche où les Eagles pourront célébrer et se moquer un peu des Chiefs de Kansas City qui n'ont pas que des amis après tous ces succès. On s'en reparlera la semaine prochaine. Exact. Enfin, pas avec moi, là, mais vous en reparlerez la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Le président américain Donald Trump lance des sanctions contre la Cour pénale internationale. C'est le dernier décret qu'il a signé hier. Jean-Philippe Robillard, alors quel type de sanctions impose la Maison-Blanche? Il y a toute une série de sanctions. Entre autres, le décret signé par le président Donald Trump, Claude Sophie, donc gèle les avoirs des dirigeants, des agents, de même que des membres de leur famille, là, les plus proches de la famille, là, donc de la Cour pénale internationale aux États-Unis. Le décret leur interdit également d'entrer en territoire américain pour avoir lancé des enquêtes contre Israël et les États-Unis, des enquêtes que l'administration Trump, Claude Sophie, juge illégales et sans fondement. On ne connaît pas encore les noms là, des personnes qui sont visées par les sanctions qui ont été, ça n'a pas encore été dévoilé, les noms de ces personnes-là. La Cour pénale internationale, je vous rappelle, enquête là, sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan et de soldats israéliens dans la bande
bande de Gaza. Il y a d'ailleurs le président Benjamin Netanyahou qui est à Washington cette semaine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale, bien sûr, condamne ces sanctions américaines. Bien, c'est évident. La Cour déplace cette décision du président américain qui vise, selon elle, à nuire à son travail et qui est, rappelle-t-elle, fait de façon indépendante et impartiale. La Cour pénale internationale qui affirme qu'elle va continuer à rendre justice dans le monde, à redonner espoir aux victimes d'atrocités. Et de son côté, il y a le ministre israélien des Affaires étrangères qui, d'une certaine façon, a salué cette décision de l'administration Trump. Dans une publication sur X, il a écrit, et je le cite, la Cour pénale internationale poursuivait de façon agressive les dirigeants élus d'Israël, la seule démocratie, selon lui, au Moyen-Orient. Fin de la citation. Évidemment, les propos sont assez différents. Il y a le Conseil européen, lui, en revanche, qui a qualifié le décret américain de menace pour l'indépendance de l'institution judiciaire internationale et probablement, sans doute, ça va susciter d'autres réactions au cours des prochaines heures. J'ai l'impression de mémoire de madame que c'est une première des sanctions contre la CPI. En tout cas, on vérifiera tout ça. Oui, on va vérifier ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bien, je vous remercie. Au revoir. On s'en va à Ottawa. Nous attend Gabriel Lemarquand-Perrault pour la revue des médias, la revue de l'actualité. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Claude-Sophie. D'abord, le gouvernement du Québec revoit ses cibles d'entretien des cégeps. Et c'est à la une ce matin du quotidien Le Devoir. On apprend que Québec va réviser à la baisse sa cible de doubler d'ici l'an prochain la part des infrastructures collégiales qui sont en bon état dans la province. Plusieurs actions se mettent d'ailleurs en branle pour limiter les dépassements de coûts liés à ces projets d'entretien et d'agrandissement des cégeps. Alors, c'est un texte de Zachary Goudreau ce matin à la une du Devoir, mais plusieurs textes concernent les cégeps et les collèges au pays ce matin, notamment les programmes de bourse. Il y a un autre texte dans Le Devoir toujours, mais aussi dans la presse qui nous apprennent les deux médias ce matin que le gouvernement provincial va débrancher plus tôt que prévu un important programme de bourse qui a été mis sur pied durant la pandémie de COVID-19 pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. C'est le programme Perspective Québec. Et ce programme-là est coupé dans un contexte de resserrement budgétaire, nous écrit entre autres la Presse Plus ce matin. Autre texte qui a attiré mon attention toujours concernant les cégeps ce matin, mais cette fois en Ontario. Et ça, c'est le Globe and Mail qui nous dit un peu la réalité des collèges en Ontario avec les élections provinciales. Les collèges en Ontario qui tirent la sonnette d'alarme quant à l'impact financier du manque d'étudiants étrangers. Au cours des derniers mois, plusieurs collèges ont régulièrement annoncé des déficits, des suspensions de programmes, des compressions aussi au niveau des emplois. Et alors que l'Ontario se rendra aux urnes le 27 février prochain, le secteur collégial est en pleine crise financière. Alors les écoles disent qu'elles ont besoin d'un financement stable. Et le Globe and Mail qui a interpellé les partis politiques provinciaux justement en lien avec cette élection provinciale. Et on reste en éducation. L'anglais intensif serait trop intense justement dans les écoles primaires publiques. Et ça, c'est un dossier de Marie-Ève Moras dans la presse ce matin, des élèves de 5e, de 6e année qui sont obligés de faire la moitié de leur année scolaire en anglais intensif dans les écoles publiques du Québec. Le parcours devrait être un choix et non une obligation, selon certains parents interrogés par la journaliste. Il faut dire que l'anglais intensif a été implanté dans certaines écoles en 2011 par le gouvernement libéral Charest, qui souhaitait que tous les élèves de 6e année soient dans ce programme. Mais finalement, l'idée a été abandonnée et il revient maintenant à chaque école de choisir si elle propose ce parcours à ses élèves. Donc, selon les récentes données du ministère, il y a plus de 17 000 élèves du primaire qui suivent un tel parcours en 2023-2024 et la plupart d'entre eux en 6e année. Donc, certains parents qui dénoncent que ce programme est beaucoup trop intense pour les élèves du primaire et c'est un dossier à lire. C'est à la une de la Presse Plus ce matin. Et les efforts de la GRC pour arrêter les migrants illégaux à la frontière canado-américaine, c'est à la une encore ce matin.
Et des images spectaculaires à la une du National Post ce matin où on voit des migrants qui tentent de traverser la frontière canado-américaine. La vidéo en noir et blanc qui a été tournée le 14 janvier dernier. On a une capture d'écran de la vidéo qui montre que les policiers utilisent des avions le long de la frontière pour repérer les personnes qui tentent de traverser à l'aide de caméras infrarouges. Alors, cette journée-là, le 14 janvier, les températures qui sont descendues à moins 27 degrés. C'est la frontière au Manitoba. Et puis, on voit clairement sur les images 6 personnes qui tentent de franchir légalement la frontière avec le Canada. Les migrants qui sont clairement visibles sur ces images thermiques. Alors, c'est à la une ce matin du National Post. Et concernant aussi la frontière canado-américaine, eh bien, dans le Journal de Montréal, on nous dit que Bombardier est prêt pour surveiller la frontière. La compagnie aimerait pouvoir produire des avions pour le Canada, comme il l'a fait pour la Finlande. Donc, des avions de surveillance pour protéger la frontière entre le Canada et les États-Unis. Très bien, merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée à vous aussi. Et c'est le moment de la chronique culturelle avec Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour, Julie-Jasmine. Salut, Claude-Sophie. Alors, on commence avec les arts de la scène, la pièce de théâtre. Le show Beige est présenté à la Licorne. Oui, et c'est une jolie critique sur notre obsession de vivre notre vie à fond. Cette espèce de besoin intrinsèque de faire donc la différence, d'être donc flamboyant, puis de combattre le beige à tout égard. Alors, je trouve ça très intéressant et c'est présenté avec un paquet de scénettes ou de tranches de vie de divers personnages. Et je commence avec la vie d'un marchand de crème glacée, un peu désabusé, là, je vous avertis, il y a quand même de mauvais mots. On va écouter l'extrait. Il y a un gars qui m'a fixé à travers la vitre. Un gars aux yeux qui susurrent. Moi, je goûte à tout. Il m'a dit... Ta saveur du moment, c'est... Orange sanguine sauce soya. OK. Puis ça goûte quoi, ça? La crise de marde. Il a ri. J'ai ri. Il a arrêté de rire, puis il m'a dit... Toi, t'aimes pas ta job, hein? J'ai dit, j'aime pas la crème glacée qui vient au-dessus de ses moyens intellectuels. Alors, vous voyez un peu le genre. Alors, puis, ça peut passer par un tourbillon dans une piscine, une magicienne qui est sur la grosse déprime. En fait, c'est vouloir sa dose d'émerveillement à tout prix et le fait que cette quête d'absolu bonheur, si vous voulez, ça peut être lourd. Et on rit de ça dans cette pièce-là. Puis ça devient aussi un regard critique, évidemment, parce qu'on se rend bien compte que la vie n'est pas si excitante que ça. Le quotidien, c'est la vie bien banale au final. Alors, c'est une mise en scène qui est folle et amusante de Pascale Renaud-Hébert, que vous voyez notamment comme comédienne dans Veille sur moi, dans Stat aussi, parce qu'il y a des costumes et des décors dans le pastel, la brillance, le thème de la mer qui est un formidable contraste avec la beigitude du quotidien et le thème du cafard. Puis les comédiens, vous les avez un peu entendus, sont en synchro, complètent leurs phrases, ce sont des virtuoses. Il y a aussi cette répartie comique dont je parlais, mais ce sont des thèmes sensibles parce qu'il y a une profondeur, il y a une tristesse dans tout ça. Alors le spleen n'a jamais été aussi drôle et c'est un texte qui est, oui, un peu exagéré, mais qui est vraiment lucide aussi. Et cette autrice-là, c'est une jeune autrice, elle s'appelle Camille Giguère-Côté. C'est sa première pièce de théâtre et ça a été développé grâce à une résidence d'écriture à la Licorne. Alors, on voit ça bourgeonner. C'est très intéressant, franchement. Il faut embrasser cette beigitude-là. C'est présenté d'ailleurs à la Licorne jusqu'au 1er mars et ensuite à Repentigny à partir du mois de mars. Un show beige, pas si beige que ça. Exact. Le film québécois de Pierre-Luc Funk et Fabien Cloutier sort en salle aujourd'hui. Ça s'intitule « Vil et misérable ». Oui, c'est ça. C'est d'après une bande dessinée de Samuel Quentin. C'est paru une dizaine d'années. Lucien Vil est un démon. Il habite sur Terre depuis une centaine d'années. Il y a eu conflit entre l'enfer et le paradis, puis il a atterri sur Terre à ce moment-là. Et Lucien, aujourd'hui, il est libraire dans un commerce où on vend des livres usagés et des voitures d'occasion.
Il déteste le genre humain. Évidemment, il est joué par Fabien Cloutier, mais sa patronne va lui demander de faire équipe avec un humain, une recrue, un nouvel assistant libraire, Daniel, joué par Pierre-Luc Funk. J'ai des grands projets pour toi, Lucien. Je vais agrandir la librairie. C'est pour ça que... Non. je t'ai engagé un assistant. Moi, c'est Daniel. Tout le monde devrait savoir que tu dois pas travailler en équipe. Ouais, mais je suis pas encore complètement libraire. Là. Un jour, j'aimerais ça là, avoir ma librairie. Tu seras jamais libraire. Hein? Pas de colonne, pas de guts. Pas là. Pas de couilles. Cette nuit... Alors, son nouveau partenaire est un nerd motivé. Puis ensemble, ils vont devoir mettre la main sur des livres de contrebande. Ça, c'est assez spécial, un peu à la manière d'un trafic de drogue. Donc, évidemment, on est dans un univers complètement inexistant. Et en périphérie, il y a des personnages fort divertissants. Je pense à son psy, qui est joué par Alexis Martin, qui est un méchant moineau là-dedans. Il y a aussi une démone très entreprenante, qui est jouée par Anne-Élisabeth Bossé. Alors, je parlais de cet absurde-là, parce que notre démon a un juste au corps, il y a ses cordes, mais en même temps, on va traiter de sensibilités comme les relations interpersonnelles, la solitude, puis ce lien entre humain et démon, qui finalement est pas mal plus doux qu'aurait pu l'anticiper Lucien. Alors, c'est un premier long-métrage de Jean-François Leblanc. Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Vil et misérable. D'accord. Et finalement, dimanche, ce qu'il faut le rappeler, c'est le Super Bowl. Alors, à moins de le boycotter, parce qu'on fait difficilement plus américain que ça, c'est un gros événement sportif où la culture pop se fait traditionnellement une très belle place. Oui, absolument. Puis je vais vous parler de Kendrick Lamar, à qui on a confié la mi-temps. Tell me what you gonna do to me. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Lui, il avait déjà participé à la mi-temps du Super Bowl. Il était aux côtés de Dr. Dre, de Snoop Dogg, d'Eminem. C'était en 2022. Ce type-là, ce rappeur-là, californien de 37 ans, a quand même tout un CV, 6 albums studio, 22 Grammy, dont 5 fraîchement gagnés dimanche dernier. Il est aussi le premier rappeur à qui on a remis un prix Pulitzer. Ça, c'était en 2018, parce qu'on parlait vraiment de sa capacité de présenter la complexité de la vie moderne des Afro-Américains. Donc, toujours au cœur de ses textes, il va y avoir du racisme, de la discrimination, les inégalités. Alors, évidemment, il y a ça. On n'en sait pas beaucoup, évidemment, de ce qui sera présenté, mais il y a aussi une autre grande célébration d'avant-match, et ça, c'est avec Post Malone. Ça, c'est bon aussi. Et ça commence à 16h et c'est diffusé sur la chaîne YouTube de la NFL. Donc, pas sur les grands canaux traditionnels. Post Malone, bien évidemment, lui qui a amorcé un virage country dans les derniers Comme mois. plusieurs cette année. Oui, c'est ça. C'est bien la mode. Alors voilà, grosse soirée en perspective. Il ne reste plus qu'à faire cuire les ailes de poulet, toutes canadiennes. Essayons au moins C'est de ce côté-là. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Bonne semaine. Salut. Voilà, c'était à la une, la dernière de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Votre animateur Mathieu Bellemare sera de retour en force la semaine prochaine. Au revoir. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau. plus de 6 000 appartements à Québec.